Bonjour et bienvenue sur le podcast Tu savais toi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec Chloé, réalisatrice et qui prépare en ce moment même un documentaire Flower of Life qui traite du processus de guérison des femmes pour retrouver leur corps suite à des violences médicales et plus particulièrement gynécologiques. Elle est également la fondatrice de Femsprod qui a pour vocation de l'aider à réaliser ce documentaire, mais également de donner de la visibilité aux femmes, d'encourager l'empowerment et de créer des espaces de safe expression pour elles et pour leur corps. Avec Chloé, aujourd'hui, nous allons parler contraception et plus particulièrement charge contraceptive. Hello Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Comment vas-tu? Ça va Margot, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, tes activités? Oui, bien sûr. Je m'appelle Chloé Debon, j'ai 32 ans, je suis belge, j'habite à Bruxelles. J'ai travaillé assez longtemps dans le milieu de l'audiovisuel. J'étais assistante de prod pendant près de 3 ans. Et il y a de ça 3 ans, je me suis lancée dans la réalisation d'un documentaire qui a pour sujet principal les violences gynécologiques, notamment en matière de contraception, et de comment, en tant que femme, on peut se réapproprier son corps après avoir vécu ces violences. Et en parallèle, il y a 2 ans, j'ai fondé une association qui s'appelle Femprod, qui à la base me permet de produire mon film et qui en fait s'est développée sur plein d'autres départements depuis lors. Aujourd'hui, il y a presque 10 bénévoles qui travaillent avec moi à mes côtés dans le cadre de cette association. Évidemment, ce n'est pas des full-time, mais des petites missions ponctuelles. Et donc, au niveau des départements, eh bien, on a forcément le département audiovisuel, donc, au sein duquel se retrouve le documentaire. On a un département podcast. Alors là, pour l'instant, on a 2 saisons. La deuxième saison, c'est des portraits sonores de toutes les femmes de l'équipe. Le premier, c'est vraiment des discussions en fait sur la thématique de l'empowerment. Voilà, on est en train de travailler sur un podcast qui aura pour sujet l'emprise et le féminicide. Donc voilà pour le département podcast. On a un département web magazine. C'est toutes des autrices qui écrivent sur des sujets variés, les injonctions à la maternité, le matrimoine, ce genre de choses. Et la contraception aussi, évidemment, parce que ça, c'est un sujet qui se retrouve dans presque chacun de mes départements, idem pour le podcast. Et on a aussi un département workshop que j'appelle workshop, donc au sein duquel on a des ateliers en présentiel, des webinaires. Et là, j'ai créé un programme en ligne sur un sujet spécifique qui est la contraception dite masculine thermique. Et voilà, et donc à nouveau dans le cadre des ateliers en présentiel, on parle de contraception, principalement de contraception non hormonale, mais aussi de sujets comme l'endométriose par exemple, voilà, de symptothermie, donc de diaphragme, de contraception thermique, on parle de fertilité, d'infertilité, de médecine fonctionnelle, voilà. D'accord. Et comment ça t'est venu cette idée de te lancer sur ce sujet? Alors, sur le sujet de la contraception, tu veux dire? Oui. Alors, eh bien, moi, j'ai pris la pilule pendant 10 ans. Probablement, comme beaucoup de jeunes filles, je l'ai prise aux alentours de 15 ans parce que j'avais un peu d'acné. Et donc, ça a été assez rapide finalement. C'était un rendez-vous chez la gynécologue, qui était à l'époque la gynécologue de ma mère, qui nous avait accouché d'ailleurs, enfin qui l'avait accouché, de moi entre autres, de mon frère et de ma sœur. Et oui, ben voilà, c'était un petit peu la solution, clé sur porte à mon problème. Et j'ai pris quand même ce moyen de contraception pendant 10 ans, donc jusqu'à 25 ans, où là, j'ai pris connaissance des dangers potentiels que pouvait avoir la pilule. À l'époque, il y avait ce gros scandale avec Marion Lara qui a eu un gros souci en lien avec sa pilule et qui a fait une thrombose. Et moi, en fait, ça n'a pas généré forcément de la peur, mais plutôt ça m'a... Pardon?
tu t'es questionnée, du coup, ça t'a généré un questionnement sur Exactement, un questionnement. C'est tout à fait ça. En fait, je n'avais pas conscience du fait que la pilule pouvait avoir des impacts en fait sur la santé. Moi, pour moi, je le prenais. Il y avait tellement cet automatisme déjà dans le fait de la prescrire. Et puis, oui, c'est un peu comme un rite de passage. Tu vois, à 15 ans, toutes tes copines la prennent. Toi aussi, c'est un petit peu, oui, le passage à l'âge adulte. Et donc, il n'y avait aucun questionnement en fait sur les impacts potentiels. Et donc ça a été un peu comme un réveil. Et donc je me suis dit qu'après 10 ans, c'était peut-être bien que je l'arrête. Et en l'arrêtant, j'ai eu beaucoup de dérèglements hormonaux. J'ai eu à nouveau énormément d'acné, mais vraiment énormément. Et j'en paye encore même aujourd'hui les pots cassés par rapport à plein de petites choses. Bon, après, je pense avoir beaucoup moins de séquelles que plein d'autres personnes parce que voilà, il y a quand même. Enfin, moi, j'ai du coup, dans le cadre de mon documentaire, rencontré beaucoup de femmes qui m'ont raconté des histoires assez incroyables, des personnes qui ont été en dépression, des pertes de libido. Ça, je l'avais expérimenté aussi, mais sans vraiment en être au courant parce qu'en fait, j'avais jamais connu ma sexualité sans pilule. C'est-à-dire qu'en la prenant de 15 ans à 25 ans, ben, j'avais jamais eu de relation sexuelle hors prise de hormones. pilule, exactement. Donc, je l'ai constaté que plus tard. Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment l'arrêt de cette pilule qui m'a vraiment questionnée. Et c'est tout l'après, en fait. C'est l'impact sur ma santé, et puis le fait que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Tous les impacts sur l'environnement aussi, le fait que je me questionne énormément sur la charge contraceptive qui soit qui soit vraiment très très peu partagée en fait. C'est principalement une charge de femme, alors qu'on est fertile une grosse semaine par mois et que les hommes le sont 24 sur 24. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était plein de questionnements et puis je me suis dit en fait, c'est un sujet à part entière. Et ayant travaillé un peu dans le milieu du cinéma et moi-même en consommant assez bien de documentaires, je me suis dit c'est un bon moyen de passer un message. Parce que moi, j'en ai vu plein des documentaires qui m'ont beaucoup réveillée et qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses. Ouais. Et donc, ça a été un peu de la folie parce que moi, j'étais pas du tout réalisatrice, j'étais assistante de prod, mais j'avais mon petit réseau et je me suis dit, lance-toi, tu as vécu quelque chose dans ton corps, tu as envie d'en parler, tu as un réseau dans ce milieu-là, c'est un moyen de communication qui te plaît, fonce. Voilà. Ok, et du coup, là, tu te lances et tu fais ton documentaire sur les violences gynécologiques. Et là, du coup, tu en es où sur le documentaire? Alors là, j'en suis où? J'en suis presque à la fin. Donc, ça fait, comme je te dis, presque 3 ans, enfin un peu plus de 3 ans même. On devait tourner en début d'année scolaire, donc septembre-octobre. Ça a été annulé avec le Covid. Voilà, exactement, les raisons sanitaires. J'aimerais pouvoir terminer le documentaire pour la fin de l'année 2021. On verra si c'est possible. Il me reste une dizaine de jours de tournage, tout est prêt, mon équipe est là, il n'y a plus qu'à. Mais compte tenu de la situation, c'est parfois un petit peu compliqué, donc je ne m'avance pas trop, mais ça devrait bientôt se finir. Ouais. Ah cool, c'est super chouette ça. Et du coup, tu t'es beaucoup renseignée sur les contraceptions, donc tu as dit par la lecture, les documentaires. Si demain, par exemple, ta petite sœur ou quelqu'un de ton entourage qui devait choisir une contraception, comment tu lui dirais de choisir? Enfin, est-ce que ce serait juste aller chez le gynécologue et prendre la première solution, ou alors comment tu l'orienterais Enfin, pas forcément l'orienter de manière à dire bah, prends une contraception non hormonale ou hormonale, mais plus comment l'aider à ce qu'elle puisse se renseigner sur la contraception? C'est une bonne question, parce que figure-toi que j'ai une petite sœur qui est super. plus petite, hein, maintenant elle a 30 ans quand même, mais ça reste ma petite sœur. Moi, du temps enfin, voilà, moi j'ai arrêté la pilule il y a près de 5 ans maintenant, un peu plus en fait, un peu plus. Enfin, je l'ai arrêtée pour la reprendre. J'ai fait un sevrage de pilule, ce qui peut paraître un peu fou. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais Si, moi, j'en ai entendu voilà. parler, ouais.
Donc, je l'avais arrêtée, j'ai eu énormément d'acné, donc je l'ai reprise pour la réarrêter progressivement, un petit peu comme on peut faire avec un antidépresseur. On n'arrête pas du jour au lendemain un antidépresseur. Donc, j'ai voulu vraiment qu'il y ait que l'accoutumance de mon corps à ces hormones puisse qu'il puisse s'en défaire en fait tout doucement. Ce qui a été plutôt positif en fait. Ça a bien fonctionné pour moi le sevrage. Le sevrage. Tout à fait. Et donc voilà, donc il y a eu toute cette période un peu, mais disons que ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai arrêté la pilule maintenant. Et dans toutes ces réflexions, j'en ai parlé à ma petite sœur et elle voulait absolument pas arrêter parce qu'elle avait vraiment cette peur de tomber enceinte et pourtant elle a continué à la prendre en n'étant plus en couple. Mais elle dit voilà, si j'ai des relations d'un soir, mais si tu as des relations d'un soir, il faut en tout cas de toute façon mettre un préservatif. Ouais. Tout ce qui touche aux maladies sexuellement transmissibles. Mais pour elle, c'était d'office le préservatif et en plus la pilule, parce que s'il y avait le moindre souci, elle était protégée. Donc je pense qu'on vit vraiment dans une peur en fait perpétuelle de tomber enceinte. Et donc ce que je trouvais fou parce que pour moi, il faut aussi avoir cette. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir une peur des hormones, mais il faut avoir conscience aussi que de prendre des hormones tout le temps, alors qu'on n'est même pas forcément amené à avoir des relations sexuelles, ça représente aussi un petit danger, peut-être, enfin, voilà, à mettre dans la balance avec le danger que pourrait représenter une grossesse non désirée. Mais c'est fou à quel point on est conditionné parfois dans une réflexion. Et donc après, je respectais évidemment. Elle voulait continuer à prendre sa pilule. Bon, elle l'a arrêtée depuis lors. Elle est passée au stérilet cuivre. Mais c'est vrai qu'il y a des choses bien imprégnées. Donc si je devais renseigner une personne, que ce soit ma petite sœur ou quelqu'un d'autre, sur la contraception, déjà, je lui donnerais la possibilité d'avoir une vue sur tout le panel contraceptif, qui soit hormonal et non hormonal, et aussi des contraceptions dites féminines et dites masculines. Parce que dans nos pays francophones, je trouve que quand on va voir un professionnel, une professionnelle de santé, on est toujours redirigé vers les contraceptions dites féminines. Mais je trouve ça génial que, par exemple, dans les pays anglophones, une gynécologue ou andrologue va vraiment, ou même des animateurs, animatrices de centres de planning, ils vont vraiment avoir plus ce réflexe de renseigner aussi sur tout ce qui existe au niveau masculin. Et ça, je trouve ça super parce que moi, c'est mon gros c'est ce pourquoi je me bats, c'est la contraception partagée en fait. Et donc je pense que si je devais informer une personne plus jeune que moi sur ça, c'est que je lui donnerais la vue sur tout ce qui existe. Je lui donnerais, forcément, je lui donnerais les avantages et les inconvénients, les prix, l'efficacité. J'essaierai de renseigner sur tous ces aspects-là. Et je renseignerai beaucoup sur le côté partagé, en fait, en disant, il n'y a pas que toi qui peut prendre cette responsabilité-là, qui doit prendre cette responsabilité-là. Dans un couple hétérosexuel, voilà, il y a deux personnes et donc je pense que ça peut vraiment s'envisager de manière en couple. Tout à fait, de manière partagée en fait, mutualisée. Oui, on en parlait justement avec Maxime par rapport donc, à la contraception masculine et il m'avait dit même si on veut prendre une contraception dite féminine, finalement la femme elle va aller toute seule chez le gynécologue, elle va pas forcément inclure son compagnon parce que c'est une affaire de femme entre guillemets et ça s'arrête là. Ouais, je trouve que c'est délirant et même moi j'ai eu de la chance pour faire un petit aparté. En fait moi aussi je voulais prendre la pilule à cause de l'acné quand j'étais plus jeune. Ouais. Mon médecin il m'avait dit non, surtout pas. La pilule, ça sert pas à ça. Et donc, j'ai pas pris la pilule et j'ai attendu longtemps avant d'avoir une contraception puisque je n'avais pas de copains quoi avant. Et c'est vrai que ça, du coup, en grandissant, j'ai pu voir, prendre le temps en fait de me renseigner sur toutes les contraceptions et même en me renseignant à fond. J'avais jamais entendu parler de la contraception masculine avant. Et je trouve que ça, c'est quand même fou de se dire que c'est des moyens qui existent et que finalement, on n'entend pas parler du tout. Oui, c'est ça. Mais ça ne m'étonne pas que tu n'en aies pas vraiment entendu parler.
c'est des méthodes qui restent encore à l'heure actuelle ce qu'on appelle des méthodes confidentielles. Donc, il y a plein de choses qui expliquent ça, hein. Il y a plusieurs facteurs, mais moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, c'est vrai que quand je parlais de ça, on me rigolait un peu au nez. Là, maintenant, je sens une réelle évolution parce que quand j'en parle, c'est pris au sérieux. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui voilà, en fait, de plus en plus de personnes qui l'utilisent, je dirais pas, mais qui s'y intéressent, en tout cas, oui. Et d'où l'idée de mon programme en ligne, en fait, qui vraiment fait un focus sur ça. Donc, à travers le programme, on renseigne vraiment sur tous les aspects, que ce soit des aspects plus techniques, le protocole, combien d'heures on le porte, forcément tout ce dont je te parlais tout à l'heure, les avantages, les inconvénients, l'efficacité, le prix, tout ce qui permet de s'en emparer, donc le spermogramme, le choix du laboratoire, ce genre de choses, l'examen génital pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. On parle de tout ça, mais on parle de tout ce qu'il y a autour aussi, c'est-à-dire qu'on parle de la sexualité, d'une autre sexualité qui peut être envisagée quand l'homme se contracepte, quand on est à deux à se contracepter dans un couple, qu'est-ce que ça a comme impact? Parce qu'il y a moins de charge, la charge contraceptive, du coup, est beaucoup plus équilibrée. Donc, il y a aussi vraiment quelque chose de plus libre dans la sexualité. On a parlé de sexualité non pénétrative aussi, parce qu'on est très... on est très aussi conditionné dans une certaine vision de la sexualité. Tu en as sans doute peut-être parlé Oui, avec Olivier Majeron, avec Camille Bataillon, peut-être même avec oui. Labrie. Ça, je trouve ça passionnant. On parle en fait dans ce cadre du programme de tous les enjeux relationnels et sociétaux aussi qui se jouent quand on parle de la contraception masculine. Et je trouve que du coup, de plus en plus maintenant, on en entend parler, ce qui est très bien. Après, il y a encore des choses qui doivent avancer, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des études qui existent sur ces méthodes, le slip chauffant avec le docteur Musset, enfin, il y en a. Il en faudrait des nouvelles à plus grande échelle. Il faudrait qu'on puisse avoir de l'argent pour pouvoir continuer à faire des études pour qu'il y ait encore plus de crédibilité donnée à ces méthodes. Et il faudrait qu'à la suite de ça, à l'issue de ça, on puisse avoir que tous ces moyens, tous ces dispositifs puissent avoir le nom de dispositif médical. Il faut que ça puisse être reconnu comme tel, en fait. Donc Ouais. ça, c'est en fait ce qui explique aussi aujourd'hui le fait que ce ne soit pas encore suffisamment répandu, parce que quand on aura la possibilité de dire l'androswitch ou le spermapose ou le slip chauffant, ce sont des dispositifs médicaux, là, on pourra les vendre dans des pharmacies, ou enfin, tu vois, et là, ça va pouvoir se déployer. Mais aujourd'hui, on manque encore de ça, de cette appellation, de cette reconnaissance et des études en amont, du coup, en fait. Ouais. Et puis même, je trouve aussi que, enfin, d'un point de vue sociétal, je sais pas si... Enfin, je trouve que notre société, elle est encore assez macho sur ça. Oui. Et je sais pas, du coup, si... Imaginons que demain, si tous ces dispositifs étaient déclarés comme dispositifs médicaux et donc vendus au grand public, enfin, en libre accès, on va dire, est-ce que les gens, ils seraient prêts à l'acheter et à l'utiliser? Parce que des fois, enfin, il faut aussi qu'il y ait un changement, je pense, dans la société. Ouais, dans les mentalités, bien sûr. Eh bien, écoute, moi, je suis assez surprise à quel point les jeunes s'y intéressent et ils sont sensibles. On a organisé ici à Bruxelles en février, donc d'il y a un peu plus d'un an, un colloque qui s'appelait Focus sur les couilles avec une autre association belge qui s'appelle OYES et la Fédération pluraliste des centres de planning ici à Bruxelles. Et donc, on avait cette journée qui était à destination d'abord des professionnels de santé, donc des personnes qui travaillent en planning, des médecins traitants, des gynécologues, sexologues, et puis après, une partie plus ouverte au grand public. Et moi, j'avais un atelier où je parlais justement de contraception partagée, où je parlais aussi de méthodes non hormonales dites féminines, donc je parlais de symptothermie et de diaphragme. Et je montrais la possibilité des combinaisons possibles en fait avec une contraception masculine, dite masculine, et j'étais surprise, il y avait beaucoup de jeunes, et donc je pense en fait que les mentalités déjà changent, et moi je suis assez surprise en fait, je vois beaucoup de jeunes, même par rapport à toutes ces questions d'identité de genre, des orientations sexuelles, enfin sur les réseaux, etc. Je trouve que la jeune génération
Après, c'est peut-être que mes réseaux et j'ai peut-être pas une vue suffisamment large, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui changent et ça donne beaucoup d'espoir. Donc, je crois que oui, il va falloir qu'il y ait des changements de mentalité, mais que déjà, ça commence à se faire à d'autres niveaux. Ouais, en fait, c'est une déconstruction. Parce que là, pour l'instant, on a vraiment été, tu parles de société machiste, voilà, c'est une société patriarcale où il y a plein de choses établies et il ne faut pas trop en sortir, c'est-à-dire que c'est le couple hétéro, c'est effectivement la femme qui prend en charge la contraception, c'est vraiment la binarité, donc enfin, tu vois, c'est le truc de femme, d'homme, là, maintenant, je trouve qu'il y a plein de choses qui évoluent par rapport à ça, qui se déconstruisent. Enfin, je veux dire, par rapport à la non-binarité, à l'homosexualité, au fait que, voilà, oui, il y ait des personnes qui puissent prendre en charge la contraception en tant qu'homme dans le couple. Et du coup, je pense que tout ça va dans un même mouvement. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que ça bouge et tout ça va aller ensemble, en fait. Je pense qu'il faut déconstruire euh, tout. Enfin, c'est quelque chose qui va avec plein d'autres choses, tu vois. La contraception, ça vient se greffer à plein d'autres questions. Et là, je sens qu'il y a aussi vraiment quelque chose qui est en train de se déconstruire. Donc, voilà, d'ici 10 ans, j'espère, peut-être pas partout, mais j'ai l'impression il y aura vraiment une grosse différence en fait. Il faut espérer. Puis Ouais. je me dis aussi, justement, comme tu as dit, avec les réseaux sociaux, les gens, ils osent plus s'exprimer et ils ont une Ouais. visibilité beaucoup plus large. Donc, forcément, je pense que ça amène de la confiance par rapport au sujet de la déconstruction des genres, notamment. Je Mhm. trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expriment sur ça, sur les réseaux sociaux, et ça donne de la visibilité et de la force pour nous-mêmes s'exprimer ensuite. Donc, je trouve que ça, on va dire, les côtés positifs des réseaux sociaux. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien sûr, après, il y a tous les à côté Oui, un peu moins chouettes, mais si vraiment on veut se focaliser là-dessus, je pense que les réseaux sociaux, Instagram entre autres, jouent. TikTok, j'y suis pas, mais les plus jeunes y sont, et je pense que ces réseaux jouent quand même un rôle dans tout ce qui est en train de se passer par rapport à ces enjeux-là et ces questions-là. Ouais, tout à fait. mm, ouais. Et du coup, si on fait un tour d'horizon aujourd'hui des différents moyens de contraception, Mhm. donc on sait qu'il y a la pilule, quels sont les autres moyens de contraception à notre disposition aujourd'hui, on va dire tout le temps. Enfin, Bah, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une distinction entre d'abord les moyens de contraception dites masculines et féminines, et puis peut-être les hormonaux, et puis les moyens hormonaux et non hormonaux. Si on commence par les méthodes dites féminines, alors pour ce qui est de l'hormonal, j'espère ne rien oublier, j'ai pas pris de notes, mais bon, tu as la pilule, effectivement, là, tu en as plein de sortes, hein. Tu as les œstroprogestatives, et puis là, donc, où tu as les deux, puis tu as juste les progestatives qui se prennent en continu. Les œstroprogestatives, là, tu les bloques, enfin, tu les arrêtes pendant une semaine en général. Tu as l'anneau, l'espèce de le ring là que tu insères au sein dans le vagin. Tu as les patchs. Tu as les piqûres aussi. Tu as les piqûres qui sont trimestrielles en général. Tu as le stérilet hormonal aussi. Il y a l'implant, je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est de l'hormonal. Pour le non-hormonal, tu as le stérilet, donc le DIU, le dispositif intra-utérin cuivre. Tu as la symptothermie, qui est une méthode d'observation de cycle avec la prise de la température et l'analyse de la glaire cervicale et ou la position du col de l'utérus. Tu as le diaphragme, tu as le préservatif féminin aussi. Euh, Après, tu as toutes les autres méthodes qui sont les méthodes Billings, Ogino, qui sont pas à confondre avec la méthode symptothermique. La méthode Billings, c'est vraiment l'analyse de la glaire cervicale. Ogino, puis méthode calendrier. Enfin bon, ça, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais tu en as d'autres.
La plus fiable, en tout cas, c'est la méthode symptothermique parce qu'il y a vraiment 2 paramètres qui se combinent pour une efficacité plus grande. Donc, une des méthodes connues en symptothermie, c'est la méthode Sensiplan. Voilà, tu as la méthode du retrait qui est une méthode à part entière, mais voilà, dont l'efficacité n'est pas forcément super élevée. Évidemment, pour l'utilisation du diaphragme, j'oublie de dire qu'il y a toujours l'utilisation d'un spermicide. Donc voilà, je pense avoir plus ou moins tout retracé. Pour ce qui est des méthodes dites masculines, donc tu as le préservatif évidemment. Tu as la vasectomie, qui est une méthode définitive. Oui, donc pour les femmes, tu as aussi la ligature des trompes, qui sont là, pour le coup, des méthodes définitives. Et donc pour les hommes, au-delà du préservatif et de la vasectomie, tu as les contraceptions thermiques. Et donc là, il y a différents dispositifs qui existent. Il y a l'androswitch, il y a le slip chauffant, il y a le jockstrap et il y a le spermapose. Voilà, l'androswitch, le spermapose et le jockstrap, c'est une remontée testiculaire. Donc la chaleur l'apport de chaleur ça tourne autour des 37 degrés. Pour ce qui est du spermapose, c'est un apport de chaleur externe. Et donc là, on peut monter jusqu'à 40 degrés. Ah oui. Donc les protocoles sont un tout petit peu différents, mais elles se basent toutes sur un même principe qui est la chaleur vient interrompre ou en tout cas diminuer la production de spermatozoïdes et interrompre en tout cas le processus de la spermatogénèse. Et donc, ça a un impact évidemment sur la fertilité. Voilà, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins tout dit, mais voilà pour ce qui est du panel en tout cas de ce qui existe. De contraception. Et est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres contraceptions dans le futur ou pas ? Alors, je le souhaite. Je sais que pour ce qui est, en tout cas, des méthodes dites masculines, on parle du vasalgel, qui est en fait une méthode qui permet d'insérer, en fait, d'injecter dans les canaux déférents un espèce de gel qui viendrait en fait boucher les canaux pour qu'il n'y ait plus de passage des spermatozoïdes. Donc, les canaux déférents, c'est ce qu'on coupe lorsqu'on fait une vasectomie, tu vois. Aussi, très probablement à terme, ce qui va, j'espère, s'améliorer, c'est cette possibilité de réversibilité à la vasectomie. Et donc que la vasectomie ne soit plus vue comme définitive, même si là, pour l'instant, on dit qu'il y a la possibilité parfois que ça le soit, ça n'est pas encore une certitude. Ça, c'est quelque chose qui va probablement se développer et ça permettra une grande liberté aussi. Donc, cette réversibilité de la vasectomie, ça, ce serait quelque chose, une belle évolution. Ce vasalgel aussi, qui en fait viendrait boucher ces canaux déférents. Et en fait, il faudrait juste injecter une petite solution qui viendrait dissoudre ce gel et donc, boum, la fertilité revient. Donc ça, c'est des méthodes qui pourraient, c'est des méthodes du futur qui sont pas tellement du futur parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent déjà. On parle beaucoup de la pilule pour hommes aussi. Oui. Moi, c'est pas quelque chose qui a existé déjà aussi. Il y a des hommes qui ont pris des hormones pour se contracepter et ça a été efficace un temps. Après, c'est pas du tout ça s'est pas répandu, mais peut-être que ça aussi, ça pourrait correspondre à certains hommes et ça pourrait tout à fait leur convenir. Pour ce qui est des femmes, il y a déjà pas mal de choses, je trouve. Après, clairement, si moi, à un moment donné, on m'avait dit Chloé, tu portes une culotte chauffante quelques heures par jour et tu es contraceptée, j'aurais foncé dessus, quoi. Je trouve que c'est une méthode tellement peu contraignante finalement parce qu'il n'y a pas d'ingestion d'hormones, c'est peu coûteux. Pas invasif. C'est pas invasif. Donc clairement, j'espérerais pour les femmes qu'il y ait quelque chose de aussi pratique et efficace. Après, le diaphragme, ça reste quand même une chouette option qui est aussi assez peu contraignante, mais bon, il faut y penser à chaque fois.
Ouais. Mais bon, comme un slip chauffant, il faut y penser, ou l'androswitch, l'anothermique, il faut penser à le mettre tous les jours aussi. Mais Oui, comme la pilule, finalement, il faut y c'est ça, penser aussi. tout à fait. Mais pour Parce moi, que... la contraception du futur, c'est une contraception en tout cas qui est beaucoup plus partagée. Pour moi, c'est Oui, ça, la contraception du futur, c'est voir dans quelle mesure on ne peut pas combiner plusieurs méthodes qui, finalement, ensemble, sont plus efficaces parce qu'il y a 2 indices d'efficacité qui se combinent. Et donc, pour moi, c'est ça, en fait, l'avenir. ok, ouais. Partager la contraception. Et alors, j'ai une question encore, mais Ouais. je sais pas trop, enfin, peut-être que tu auras des éléments de réponse, je sais pas. Oui. Comment on peut impliquer dès maintenant son conjoint ou enfin, sa copine, son copain dans la contraception? Bah, alors, moi, je pense que déjà, c'est un dialogue. Je pense que c'est déjà hyper important de pouvoir se poser avec l'autre et puis d'avoir ces discussions sur, OK, déjà, est-ce qu'il a conscience que c'est une charge pour soi-même d'y penser, de le payer, de la payer. Euh, voilà, donc déjà, prendre la température à ce niveau-là et puis de peut-être le concerner davantage en disant, voilà, toi, tu es fertile tout le temps. Comment est-ce que tu pourrais prendre ta place sur ce terrain de la contraception euh, et, euh, et qu'est-ce qui pourrait te convenir comment tu pourrais te sentir à l'aise par rapport à ça, parce que c'est clair qu'il y a eu, clairement les hommes aujourd'hui se sont vraiment déchargés de cette responsabilité-là. Donc c'est de voir dans quelle mesure ils peuvent déjà prendre conscience du fait qu'ils peuvent s'impliquer et puis de voir comment ils se sentent à l'aise de le faire en leur proposant les différentes alternatives. Ça peut aller effectivement du préservatif à la vasectomie s'il y a déjà eu par exemple des enfants ou même Enfant? plus tôt. C'est possible aussi de le faire. C'est plus compliqué parce que les médecins, c'est pas toujours. Parfois, ils sont pas forcément très OK de le faire quand c'est des personnes plus jeunes, mais bon, il y a certains médecins qui le font, ce qui est très bien, je trouve. Et puis, la contraception thermique aussi, c'est de se dire voilà, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pourrais intégrer dans ton quotidien et je pense que c'est prendre le temps, en fait, avec l'autre de parler de ça. Et je trouve que, en fait, ce n'est que bénéfique pour le couple et la relation, en fait, parce que ça vient ouvrir des débats qui n'auraient peut-être pas été ouverts si la question de la contraception s'était pas posée. Et je trouve que ça permet d'avoir plus de complicité avec l'autre, en fait, d'avoir ces discussions. Donc, Oui, déjà, ça amène la communication et c'est très important. Voilà, tout à fait. Bah, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Chloé, pour toutes ces informations. Tant pis. On restera, du coup, en contact. Je mettrai sur le blog tout ce que tu m'as dit et... Oui. Ah oui, et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux ou ton site internet? Ouais, alors du coup, j'ai une page Facebook et un compte Instagram au nom de Femme Prod, Femme avec S-P-R-O-D. Et puis j'ai mon site internet femmeprod.com sur lequel vous retrouvez toutes les infos par rapport au documentaire. Il y a un site aussi spécifique pour le documentaire, mais vous pourrez le retrouver via le site de Femmeprod. Toutes les infos sur les workshops, sur le programme en ligne sur la contraception dite masculine thermique, sur le podcast, le web magazine. Donc voilà, les réseaux, donc Instagram, Facebook, le site internet. Et puis on est aussi écoutable sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, entre autres, SoundCloud, Deezer, etc. Super. Voilà. Bah, merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, Margot. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Chloé sur sa page Instagram @femsprod, FEMMESPROD, et également sur son site internet femsprod.fr. Vous avez aimé notre épisode ? N'hésitez pas à nous soutenir en laissant un avis 5 étoiles. Nous vous remercions par avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osebougem.fr ou sur notre Instagram @osebougem. À très vite.